il devient le père de la maïeutique. Et la maïeutique, c'est quoi? Ça viendrait d'un personnage grec, Maïa, qui veillait aux accouchements. Et maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les idées. C'est là qu'on voit le parallèle avec le métier de la mère de Socrate, ça c'est du bon foreshadowing ça. Très grossièrement, Socrate laissait donc parler les gens et leur répondait juste pour les faire aller plus loin dans leurs idées, plus profondément jusqu'à ce qu'ils comprennent eux-mêmes les failles dans leurs idées et y découvrent une sorte de savoir caché ou qu'ils doutent de leur certitude. Il utilisait beaucoup d'ironie pour faire comprendre à ses interlocuteurs certaines choses, comme le fait que beaucoup de choses qu'il pensait savoir étaient en fait juste des croyances. Comme tu peux t'en douter, toute cette méthodologie philosophique faisait que Socrate devait être très chiant en fait. Tu pouvais pas te balader tranquillement dans Athènes sans qu'il vienne te reprendre sur ce que t'étais en train de dire à ton pote la veille. Faut savoir que Socrate c'était un peu un marginal, un fou du bus comme beaucoup de grands philosophes. C'était quelqu'un de très charismatique même s'il était considéré comme laid et surtout un peu bizarre. Comme je l'ai dit, il marchait pieds nus et marchait beaucoup. Il était tout le temps en train de se balader dans la ville et il s'habillait très simplement. Tout ça fait qu'il était très moqué à l'époque. C'est un peu plus compliqué que ça évidemment, mais sa façon de travailler, bien que gratuitement, et son tempérament bien connu de la cité déjà depuis ses passages à l'armée et surtout le fait qu'il critiquait beaucoup les dirigeants et les sophistes d'Athènes ont fait que Socrate avait beaucoup d'ennemis, notamment 3 personnes, Anytos, Mélétos et Lycon, qui vont intenter un procès à Socrate et l'accuser de ne pas reconnaître les mêmes dieux que l'État, d'introduire de nouveaux dieux et de corrompre la jeunesse. Pendant le procès, sur les 501 juges présents, 281 votent en faveur de la condamnation et 220 en faveur de l'acquittement. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'était pas détesté de toute la cité, étant donné qu'à 31 voix près, il aurait été acquitté. C'est donc une très faible majorité qui va le condamner et Mélétos demande la peine de mort. Comme c'était l'usage à l'époque, le condamné pouvait proposer une peine alternative. Il pouvait demander à être exilé par exemple, mais Socrate, petit rebelle de 70 ans, refuse de plaider pour sa vie et demande à être nourri au Prytanée. C'est un peu l'équivalent de devenir un haut fonctionnaire retraité invité à l'Élysée. C'est un honneur réservé aux citoyens les plus méritants, les grands bienfaiteurs, les champions olympiques, etc. Évidemment, les juges sont pas hyper fans de ce foutage de gueule et il est condamné à boire la ciguë. Un poison à base de sucre de grande ciguë et d'opium, très couramment utilisé pour les condamnations à l'époque. Catastrophe me direz-vous, eh bien Socrate s'en fout. Enfin plutôt il ne réagit pas vraiment ni positivement ni négativement, tout son entourage et ses disciples sont affolés ou tristes, lui il considère juste qu'il faut respecter la justice athénienne. Il sera donc emprisonné 1 mois entre sa condamnation et sa mort dans la prison des 11. Il n'est pas exécuté immédiatement après le procès parce qu'Athènes était en pleine fête religieuse durant laquelle on ne pouvait pas mettre un condamné à mort. Socrate avait donc beaucoup d'ennemis, comme on vient de le voir, mais aussi beaucoup d'amis, qui viennent le voir tous les jours dans sa cellule.